Récit reconstitué, inspiré d'histoires humaines. Dans une avenue bordée de platanes, où les vitrines reflètent l'argent et les terrasses s'étalent comme des tableaux, un déjeuner suit son cours en douceur. Les nappes blanches ondulent, les verres trinquent, et l'air embaume un mélange de café serré et de sauce réduite. Les conversations circulent entre les plats. La ville semble, pour un instant, protégée de tout ce qui pourrait la troubler. Puis, sans prévenir, la petite fille apparaît. Elle surgit d'une ruelle latérale, cheveux emmêlés, manteau trop fin, yeux grands ouverts comme deux billes tremblantes. Son visage porte la fatigue d'un hiver trop long. Sa voix, quand elle se fraie un chemin jusqu'à une table particulière, casse le murmure. « Ne mangez pas ça !» C'est un cri simple, sans théâtre, mais il coupe l'air et attire les regards comme une aiguille attire une minuscule étincelle. La scène tient dans une fraction de seconde. Certains la regardent de travers, persuadés qu'il s'agit d'une interpellation vulgaire. D'autres la prennent pour une mendiante déterminée. Quelques clients se reculent, gênés. D'autres se figent, curieux. Le personnel, d'abord agacé par la perturbation, braque ses lampes sur la source du trouble. La fillette, haletante, pointe du doigt un plat encore intact sur la table. Une assiette richement présentée, la sauce luisante, le morceau principal comme une promesse. Elle répète, plus bassement, presque en implorant. « Il a mis quelque chose dedans, il a versé un liquide noir. » Les doigts qui tiennent les fourchettes se crispent. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour d'autres récits inspirants. La tension monte lentement, comme une note de cello qui s'élève dans une salle silencieuse. Le chef, appelé au pas de course, rejoint la table. Ses yeux cherchent la vérité dans la bouche de la fillette. Elle respire comme si chaque mot demandait un effort. La peur, la faim et la certitude cohabitent dans sa petite poitrine. Les images se superposent, une silhouette dans la ruelle, un geste rapide, une fiole minuscule, et même si personne n'a vu la scène complète, sa conviction se transmet aux adultes comme une épidémie. Il a mis quelque chose dans le plat. Pourquoi cette fillette a-t-elle crié? Pourquoi prendre la parole de cette manière au milieu des regards froids? Le personnel, prudent, entoure l'assiette d'un ruban protecteur. On éloigne discrètement la vaisselle, on demande aux clients de ne pas toucher. Le chef, la mâchoire serrée, ouvre la nappe, examine, renifle, plisse les yeux. Pas de panique, mais la prudence gagne. Quelques clients commencent à se souvenir d'images d'actualité, de dangers invisibles qui peuvent se glisser dans un repas parfaitement présenté. Un serveur appelle voix basse la sécurité. L'adrénaline passe de la fillette aux adultes en quelques battements. La fillette, quant à elle, est déjà ailleurs. Sa mémoire tricote des bribes de la rue. Les ordures, les pas pressés, la porte entr'ouverte d'un local étrange. Elle revoit l'homme à la casquette qui, d'un geste furtif, a versé un contenu sombre dans un flacon avant de le glisser dans une poche. Elle n'a pas contribué à cette scène pour attirer l'attention. Elle l'a fait parce que sa mère lui a appris, dans un souffle de panique un jour, à crier si elle voyait quelque chose de dangereux. Ses pensées sont ponctuées par le goût de l'angoisse et de la faim. Elle sait que la mère qu'elle cherche ne se cache pas. Elle est probablement blessée quelque part, coincée. L'urgence de protéger les autres devient, pour un moment, plus forte que sa propre terreur. Le public observe. Les réseaux sociaux, déjà affamés d'images, n'en sont pas encore informés. La rue, elle, retient son souffle. La découverte du personnel, quelques secondes plus tard, glace les veines. Traces suspectes autour du plat, une petite cartouche de métal retrouvée dans la ruelle, un liquide noirâtre séché sous une feuille de plastique. Rien de spectaculaire, rien qui ressemble à un scénario de film, mais suffisamment pour que la sécurité appelle la police et que l'on prenne la situation très au sérieux. Le mot « contaminant » circule, sans détail cruel, juste l'idée d'un danger invisible capable de faire basculer une vie. Et soudain, la voix de l'enfant ne sonne plus comme celle d'une perturbatrice. Elle résonne comme l'alarme d'un endroit où personne n'aurait pensé regarder. Parmi les convives, il y a une personnalité connue, assise à cette table, entourée comme toujours d'une distance faite d'habitude et de convenance. Là où d'autres se tiennent debout, à l'écart, il se lève avec calme. Les gestes qu'il accomplit ensuite sont simples et concrets, observables. Il se lève, retire son manteau, le pose avec précaution autour des épaules de la fillette. Le geste, d'une économie rare chez les puissants, ressemble à une couverture jetée sur un feu naissant, pas pour montrer une grandeur, mais pour arrêter le tremblement d'un petit corps.
Il appelle lui-même la sécurité, puis le service médical, sans détour. Il ordonne qu'on sécurise les lieux. Il demande à ce que la fillette soit conduite à l'intérieur, à l'abri du vent, et qu'on lui donne quelque chose de chaud à boire et à manger, pas comme une faveur, mais comme une nécessité. Ces mouvements visibles sont la traduction d'une humanité qui se manifeste en actes plutôt qu'en paroles. On pourrait imaginer, dans d'autres récits, des déclarations, des amplifications. Ici, la reconstitution s'attache à ce qui se voit. Il couvre l'enfant, il insiste pour que la situation soit prise au sérieux, il offre des ressources pour retrouver la mère, téléphone direct vers un service, contact personnel, une voix qui appelle, cherche et met en mouvement. Il ne signe aucun ordre public. Il n'annule rien d'officiel. Il se comporte en personne présente sur les lieux, soucieuse de la sécurité immédiate. Ce geste, simple et net, commence à changer la dynamique. L'attention se déplace de la table vers la fillette, du spectacle vers la nécessité. La police arrive, méthodique. Les officiers prennent des notes, isolent les indices, parlent à ceux qui ont vu, demandent au chef de cuisine de montrer où le plat a été préparé. On fouille la ruelle, on retrouve des traces d'un homme qui a laissé plus que du doute derrière lui. Empreinte boueuse, une étiquette collée à demi déchirée. Ce que le personnel a découvert quelques secondes plus tôt a glacé le sang de certains, mais il a aussi déclenché une chaîne de procédures qui fonctionne, parfois lentement, parfois avec une efficacité mécanique rassurante. Pendant ce temps, la fillette tient serré la main qui lui a été offerte. Sa respiration, d'abord saccadée, redevient régulière. On lui donne une soupe tiède, la chaleur descend lentement, comme si chaque cuillerée ramassait un fragment de courage. Son regard, quand il croise celui de l'homme qui l'a protégé, n'est ni émerveillement ni soumission. C'est la reconnaissance simple d'un enfant qui a été entendu. Et sous cette reconnaissance, quelque chose d'autre croît, la conviction que la voix des invisibles peut peser. Les recherches s'organisent. Les indices mènent à un entrepôt minuscule, une porte bloquée, un espace où le temps semble s'être figé. Là, coincée sous des planches effondrées, se trouve la mère. Elle est épuisée, salie, mais elle respire encore. Lorsqu'on la libère, la réunion entre mère et enfant reprend le sens du mot miracle, sans emporter la lourdeur. Deux personnes qui se retrouvent, pleurent et rient en même temps, ignorant la présence du public, comme si leur monde venait de se recoudre. Les secouristes s'occupent des blessures, la police recueille les témoignages, et la chaleur qui traverse la scène est plus humaine que médiatique. C'est dans ces instants que l'émotion prend une forme moins romanesque et plus vraie. Le personnage public observe, silencieux, les retrouvailles. Son visage n'est ni triomphant ni sain. Il est marqué par quelque chose de plus rare, la conscience que le pouvoir, pour être utile, doit d'abord se mettre au service du plus fragile. On le voit proposer de prendre en charge, pour l'instant, le logement d'urgence, d'activer des réseaux d'assistance, de mettre des ressources à disposition. Des gestes tangibles, concrets, qui n'effacent pas la pauvreté, mais offrent un abri provisoire. Il s'écarte des caméras, demande de la discrétion. Il insiste pour que la dignité de la famille soit préservée. Ces décisions sont observables, ordonner une prise en charge, prolonger la protection, signaler aux services compétents. Elles ne sont pas des sentences publiques, juste des actes ponctuels d'assistance. La foule, qui au début avait des réactions divisées, commence à murmurer autrement. Certains applaudissent, d'autres restent stoïques, mais la plupart reprennent conscience d'une chose simple. La voix d'une enfant a modifié le cours d'un déjeuner et, par ricochet, le destin d'une famille. La puissance de cette image, une femme et sa fille qui se retrouvent, entourées par des inconnus solidaires, installe un calme qui ressemble à de l'espérance. La compassion, cette fois, dépasse les barrières que la ville dresse entre ses quartiers. Il serait facile de magnifier le geste, de le transformer en déclaration solennelle ou en riposte politique, mais la vérité, telle qu'on la reconstitue ici, est plus modeste et plus exigeante. Un homme de pouvoir a agi sur le terrain, par gestes simples et mesurés, pour empêcher un danger immédiat, protéger une enfant et mobiliser des ressources pour une famille en détresse. Ce n'est pas un sauvetage héroïque sorti d'un scénario, c'est une série de décisions humaines, couvrir, appeler, sécuriser, chercher, soigner, qui, mises bout à bout, font la différence. La fillette et sa mère quittent la scène entourées d'un convoi discret, pas d'escorte médiatique, mais d'une main tendue qui promet un abri et un suivi. Le personnel retourne à son service, encore secoué, mais conscient d'avoir répondu correctement à une alerte qui aurait pu être ignorée.
Les clients regagnent leur conversation, transformés peut-être par l'expérience d'avoir été témoins d'une fragilité qui a trouvé une réponse. Et la rue reprend son rythme, mais la mémoire de cet après-midi reste. En fin de compte, le récit laisse une leçon qui ne réclame ni fanfare ni dénonciation. Écouter les petites voix peut sauver des vies. La richesse des nappes blanches et des plats raffinés n'a pas empêché un danger d'exister, mais elle a permis une réponse rapide lorsque quelqu'un a choisi d'agir. La compassion apparaît moins comme un geste spectaculaire que comme une série de petites décisions, couvrir un corps frêle, appeler les secours, mobiliser des ressources, qui, ensemble, ramènent des gens à la sécurité. Ce que Macron a fait ensuite dans ce récit reconstitué n'est pas une proclamation officielle, mais une suite de gestes observables. Il a couvert la fillette, demandé la sécurisation des lieux, appelé les secours et mis des moyens à disposition pour retrouver la mère. Ces actes, anodins pour certains, ont eu un impact concret sur une famille. Ils rappellent que le pouvoir, quand il se fait proche et pratique, peut traduire une empathie en actions utiles. Les images restent. La petite fille, désormais au chaud, regarde par la fenêtre d'une voiture de secours. Sa main serre celle de sa mère. Le manteau qui lui a été posé sur les épaules est un tissu banal, mais il tient tout le poids d'une promesse, être vu. Et c'est cela au fond qui émeut, la confirmation que, parfois, l'attention d'un seul peut changer le destin d'une autre personne. Partagez cette vidéo si vous croyez que la compassion peut changer des vies. Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place des témoins.